Donc, merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté de faire avec nous ce webinaire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on est au sein d'Aistro, qui offre des formations d'excellence aux produits. Alors, donc aujourd'hui, on va parcourir un petit peu cette méthode dont on parle de plus en plus, qui est la méthode ShapeUp, qui est issue d'un livre. On va en parler un petit peu plus en détail. Un livre écrit par la team Basecamp, spécialisée un petit peu au-delà de ce qu'ils proposent hein, comme produit, spécialisé aussi dans de la productivité, dans de l'organisation. Ils avaient déjà écrit Rework avant. On est sur une méthode qui est de plus en plus appliquée dans l'écosystème tech, en particulier dans l'écosystème tech français. Là, on va parler spécifiquement de MemoBank. Mais il faut savoir que c'est une méthode qui aujourd'hui commence à se développer dans d'autres univers, dans d'autres startups, comme chez Alan par exemple, ou chez Lifen. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est qui est familier avec ça, qui est familière avec ça, qui a déjà appliqué ça, qui est en train d'appliquer ça dans son environnement. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Donc, vous avez accès à la chatbox. Vraiment, n'hésitez pas. Dites-nous ce que vous attendez et si vous l'appliquez ou pas, cette méthodologie. Deuxième chose, on va avoir ce talk sur cette présentation. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à nous interrompre. On aura la chance d'avoir une session Q&A aussi à la fin. Mais en attendant, si vous avez des questions sur un terme, sur une problématique, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à nous interrompre. On est là pour ça, évidemment. Donc, très succinctement, moi, j'ai eu la chance de faire du product management pendant plusieurs années, avant d'avoir l'occasion de monter une boîte tech. Ça a duré 2 ans, ça s'est arrêté pour de multiples raisons. Et depuis quelques temps, j'ai aussi l'opportunité de reprendre la direction de Maestro. Je vais laisser Julien se présenter. Yes, déjà merci Mehdi de me donner l'opportunité de présenter un peu ShapeUp à la sauce MemoBank. Du coup, moi, ça fait 7 ans que je fais du produit. Je suis passé par différentes boîtes, dont une startup qui s'appelle Captain Train. Et actuellement, ça fait 4 ans que je suis chez MemoBank. J'étais le premier employé et le premier PM de l'aventure. All right. Hop. Alors, donc ça va être assez direct. On va parler de la méthode. Un petit peu de façon un petit peu théorique. On va essayer de résumer un petit peu ce qu'on trouve dans les propos de Basecamp, dans les bouquins. Il y a pas mal de podcasts dessus qui sont bien faits, on pourra vous les partager aussi. On va ensuite parler du cas Memo, comment ils l'ont implémenté concrètement chez eux, et aussi éventuellement parler d'un de leurs projets sur lequel ils ont travaillé en ShapeUp. De toute façon, comme tu me disais, Julien, ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent en ShapeUp pour tous leurs projets produits. Et à la fin, on aura une petite session Q&A autour de 3 sujets que sont ShapeUp, MemoBank et tout ce qui va être carrière et recrutement dans le product management. C'est parti. Ça marche. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Normalement, vous devez voir mon écran. Ouais. C'est tout bon. Ok. Donc comme l'a dit Mehdi, on a structuré un peu la présentation en 3 parties. Donc, première partie juste pour vous présenter un peu MemoBank, une deuxième partie pour vous présenter un peu la théorie de ShapeUp, et une troisième partie plus pour expliquer un peu comment effectivement on l'a appliqué et quelles subtilités on a gardées et quelles subtilités justement on n'a pas appliquées parce que ça ne nous paraissait pas convenir à notre contexte. Donc, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent MemoBank, mais du coup on est un nouvel établissement bancaire qui s'est créé. Le projet a été créé en 2017 et a été lancé commercialement en 2020, donc l'année dernière. On est grosso modo une nouvelle banque en ligne à destination des PME. Il faut compter, on est à peu près entre 50 et 60 aujourd'hui. On porte toujours un peu le compte et on gère 2 produits principaux. Grosso modo, une application qui permet à des chefs d'entreprise de gérer leurs comptes, leur financement, etc. Et une application qui permet à nos banquiers, parce que grosso modo, vraiment la vision du projet, c'est
d'apporter à la fois un produit à des PME, mais aussi un accompagnement pour des sujets de financement, etc. On a vraiment aussi un produit interne à destination de ces banquiers qui leur permet d'onboarder des clients dans le projet de financement, etc. Et aujourd'hui, à date, donc on a commencé avec ShapeUp tout début 2020 et on en est à notre 9e cycle. Je l'ai mis là, mais Votre 9e cycle ShapeUp, c'est génial. Comment est-ce que vous êtes structuré au sein de l'équipe produit? Qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu comme profil? Est-ce que vous êtes en tribe, en squad? Comment est-ce que ça se structure aujourd'hui? Yes, c'est une bonne question. Alors, du coup, on est sur 50 personnes, à peu près la moitié de l'équipe qui est donc soit ingénieur, soit. Donc, en gros, il y a une vingtaine de devs, 3 personnes au product et 2 designers, pour te donner à peu près un ordre de grandeur. Et après, effectivement, on va voir justement, on s'est réorganisé pas mal avec ShapeUp. Et grosso modo, ouais, ShapeUp nous permet un peu de créer des espèces de feature teams en fonction des cycles, Ouais. sur des problématiques très, très particulières. Sachant que sur les 3, on a une personne qui a vraiment une expertise métier assez forte. Donc, quand on parle de métier, dans notre cas, c'est bancaire, qui va vraiment gérer beaucoup de sujets liés à ça. Et après, il reste 2 personnes qui vont plus gérer des sujets liés aux clients ou à l'acquisition. Génial. Génial. Alors, attends, je vais te poser une question un petit peu casse-gueule. On parle souvent de culture produit. Chacun a sa définition. À quoi ça ressemble chez MemoBank, la culture produit? Ah, c'est une super question. Et ouais, ShapeUp, je pense que nous a aidé aussi un peu à diffuser ça dans la boîte. Pour moi, en fait, la culture produit, c'est en 2 mots, c'est vraiment comment est-ce que tu arrives à impliquer toute ton entreprise et non pas juste ton équipe produit dans toute la réflexion de produit et les décisions que tu fais. Il faut vraiment embarquer tout le monde dans la même direction. Pour moi, c'est comme ça un peu que je définis ça. Et aujourd'hui, justement, ShapeUp nous a permis d'impliquer les gens, on va dire, de la partie dès la conception, la réflexion autour des problèmes qu'on veut résoudre, jusqu'à des choses beaucoup plus opérationnelles qui sont typiquement les tests ou la livraison des features. Mais on aura l'occasion d'en reparler juste après. J'avance. Donc, ouais, donc, juste 2 mots sur le contexte avant ShapeUp. Comment est-ce qu'on travaillait avant ShapeUp? Il y a à peu près 1 an et demi. On avait une roadmap avec des objectifs à peu près au trimestre, qu'on divisait un peu en sprints de 2 semaines. Et on avait vraiment une approche, j'ai appelé ça scope driven, je ne sais pas trop si ça se dit, mais où en gros, grosso modo, on avait une vision cible de tout ce qu'on voulait, une sorte de grosse to-do. Et on arrivait un peu en disant, voilà, où est-ce qu'on veut être dans un trimestre. Et grosso modo, il faut faire en sorte d'y arriver coûte que coûte et un peu de cocher toutes les cases dans la to-do, quoi. On verra en quoi ShapeUp évite un peu ce problème-là après. Et l'autre problème qu'on avait, c'est que le design et le dev se marchaient un peu sur les pieds parce que, grosso modo, on devait un peu jongler avec les deux en parallèle et qu'il n'y avait pas vraiment. Quand je parle de design, c'est vraiment le design au sens conception. Il n'y avait pas vraiment un temps dédié à la conception et un temps dédié à le développement, ce qui rendait les choses pas faciles à gérer. Et donc, grosso modo, les problèmes que ça a créé, c'est qu'il y avait un peu un effet tunnel. Donc, tu partais dans ce trimestre de développement, tu ne savais pas trop ce qui allait en sortir à la fin. Forcément, tu ratais pas mal de deadlines ou d'échéances, parce qu'en fait, comme on va le voir, la complexité, tu maîtrises assez peu la complexité en début de quarter, en début de sprint. Et en fait, elle est souvent grandissante. Et donc, c'est assez difficile de se projeter à 3 mois, soit pour un ingénieur ou un produit. Donc, c'est pas vraiment ce que tu vas avoir à la fin à présenter à tes clients. Attends, parce qu'on a juste des petits soucis de sonore. Je ne sais pas pourquoi on entend un bruit chelou. Et de ton côté, il y a aussi, effectivement, bien vu, il y a aussi un problème que lorsque tu touches ton micro, on l'entend de notre côté. Ouais. C'est mieux là? Je vais arrêter de. Ouais, Okay. ouais, c'est mieux. Je vais arrêter de bouger. Et l'autre sujet qui est assez essentiel dans ShapeUp, et c'était un problème avant qu'on l'implémente, c'était vraiment qu'on implémentait beaucoup de choses, dont beaucoup de sujets un peu satellites ou de sujets qui n'étaient vraiment pas au cœur créaient pas vraiment le cœur de la valeur.
fait, on passait beaucoup de temps sur des sujets qui n'étaient pas vraiment importants. Qu'est-ce que tu appelles le tunnel effect? Le tunnel, enfin, c'est une traduction littérale de l'effet tunnel. C'est vraiment le côté, on part un peu en croisière en se disant dans 3 mois, on veut être là. Il y a pas mal typiquement sur des projets un peu complexes de développement, on laisse des développeurs très autonomes sur des sujets. Et vu qu'on est sur des durées assez longues, notamment 3 mois, c'est vraiment dur à la fois pour le développeur et le PM de savoir ce qu'il est capable de faire, jusqu'où il est capable d'aller dans ces 3 mois. C'est un peu un côté, j'y vais, mais je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais arriver. Est-ce que vous aviez aussi des problématiques liées au report de deadline à la fin de sprint, de 2 semaines? Dans quel sens? Dans le sens où voilà, tu avais un projet à shipper en 2 semaines et en fait, problème de sizing ou je sais pas. Oui. Voilà, et tu as dû le reporter derrière. Évidemment, et après, c'est pareil, c'est ce que Shape Up essaie de résoudre, c'est que grosso modo, tu passes énormément de temps à faire tout rentrer dans tes sprints. C'est déjà un énorme effort. Et tu as évidemment, tu n'avais pas forcément beaucoup de mal à sizer à la fois ta capacité et les sujets auxquels tu t'attaques, pardon. Et donc forcément, ouais, on a plein de fois, on a justement raté ce qu'on essaie de faire en 2 semaines. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de chercher un juste milieu entre des sprints vraiment trop courts et des objectifs un peu trop longs au trimestre. Et c'est pour ça que ShapeUp, qui vraiment repose sur un sujet central qui est vraiment des cycles de 6 semaines, en tout cas sur la partie delivery, nous a paru être une idée intéressante. Et attends, juste dernière question sur les frustrations du sprint façon Scrum Driven. C'est un peu proche du Scrum. Est-ce que tous ces problèmes-là, ça crée des soucis aussi ce que les Américains appellent le moral des développeurs, quoi, le moral des software engineers. Est-ce que ça impactait le turnover côté 1G, ou en tout cas le moral des équipes? Ouais, je sais pas si c'était le moral, mais effectivement, il y avait. Je pense que dans toute la terminologie agile, il y a pas mal de process qui sont un peu lourds et qui imposent de vraiment être entre guillemets derrière les développeurs presque au quotidien. Et je pense que c'est pas nous, en tout cas en tant que culture de boîte, c'est pas forcément quelque chose qu'on voulait avoir. On a plus une culture de l'autonomie où on fait pas mal confiance aux gens qu'on recrute. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on voulait sortir de ça, ouais, effectivement. Ok, hyper intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On est là pour ça. J'avance. Alors, du coup, là, c'est pour vous résumer ShapeUp vraiment de manière assez haut niveau. On rentrera un peu dans les détails après. Donc, grosso modo, ShapeUp se repose un peu sur trois grandes étapes, ce qu'ils appellent le shaping, le betting et le building. Le shaping, c'est vraiment comment est-ce que tu vas passer de la phase où tu as une idée qui est vraiment une idée que tu peux avoir eue en sortant de ta douche le matin, peut être une demande d'un client qui peut venir de n'importe qui dans la boîte. Enfin, voilà, c'est vraiment une idée brute, comme ils appellent ça, à une idée consolidée que tu as défrichée, à quelque chose d'implémenté où justement tu as implémenté, on va dire, la partie la plus importante en délaissant tout ce qu'il y a autour. C'est un peu ça la philosophie globale. Et grosso modo, dans la théorie, on verra que dans la pratique, en tout cas nous on l'a implémenté un peu différemment, c'est un peu ces 3 phases qui vont vraiment rythmer la vie de ton entreprise ou en tout cas de ton équipe tech. C'est une équipe qui, alors selon Basecamp, c'est une équipe qui va faire que du shaping, donc qui va enchaîner donc des phases de 6 semaines d'études de sujets, on va appeler ça comme ça, où grosso modo ils vont rentrer un peu en profondeur dans le sujet. C'est d'ailleurs plutôt fait dans la théorie par des leads ou des profils expérimentés. Ils vont passer vraiment d'une idée abstraite à quelque chose d'un peu plus concret, mais sans rentrer dans des détails d'implémentation. Ils recommandent beaucoup d'utiliser des whiteboards, des mock-ups très haut niveau, etc. La deuxième phase, c'est la... Ça va durer 6 semaines, cette phase de shaping? Ouais, parce qu'en fait, on le verra après, mais grosso modo,
Donc déjà, tout tourne autour de cette notion de 6 semaines, à la fois sur le shaping et à la fois sur le building. Et Basecamp te propose de faire 2 tracks en parallèle, du shaping en continu. 6 semaines de shaping, 2 semaines de betting. Donc ça, on va avoir une partie de ta boîte qui fait que ça, et l'autre partie de ta boîte qui fait 6 semaines de building, donc qui implémente ce qui a été shapé, et 2 semaines de cooldown, qui est une phase de respiration pour les équipes. Okay. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la dual track dans le shape-up? Exactement, c'est exactement ça. Donc, tu as ta première phase de shaping. Après, tu as une phase de betting qui est en fait assez courte, qui correspond surtout à un organe de décision dans l'entreprise. Donc, je crois que chez ShapeUp, c'est le CEO, je crois que le responsable de leur stratégie produit, donc Ryan Singer, une ou deux personnes de l'ingénierie, qui vont vraiment se réunir après avoir lu tous les pitchs. Donc, en fait, les pitchs, c'est toutes les idées qui ont été soumises et qui ont été étudiées, et qui vont choisir les pitchs qui leur paraissent les plus cohérents avec notamment la stratégie de la boîte. Et une fois que ces pitchs ont été choisis, ils vont les passer à l'équipe de building, aux équipes de building. Là, chez ShapeUp, c'est sur ça, c'est un peu tout niveau dans la boîte. C'est souvent des petites équipes composées de quelques développeurs et un designer en général. Tu peux avoir quelqu'un en QA également. Et grosso modo, cette équipe va partir sur un cycle de 6 semaines où, pendant ce cycle de 6 semaines, ils vont essayer de se concentrer, grosso modo, sur l'essentiel, en partant du principe que, c'est pour ça que ça s'appelle Shape-Up, c'est grosso modo, ces 6 semaines sont matérialisées par une espèce de colline où au début, pendant une grande phase, tu vas continuer à évoluer dans vraiment l'incertitude, découvrir beaucoup de choses sur ton sujet, parce que même si tu l'as étudié en profondeur, il y a beaucoup de choses, notamment d'un point de vue technique ou d'un point de vue ergonomique que tu vas découvrir sur le tas, pour après, finalement, redescendre la colline et avoir plus de visibilité sur ce que tu vas être capable de livrer et, à la fin des 6 semaines. Donc, il y a vraiment cette notion de on veut contraindre la livraison de fonctionnalités et de valeurs par le temps et non pas par le scope. Ce que j'expliquais justement avant, ce qu'on faisait chez Mobobank, on disait voilà, on veut tout ça, donc contrainte c'était le scope et il fallait avoir tout ça. Là, chez Pep te dit l'inverse, te dit tu contrains tes équipes à travailler sur 6 semaines, ils font le maximum pour créer de la valeur en 6 semaines, mais grosso modo, si tu veux en faire plus derrière, il faudra repartir dans un autre cycle plus tard. Mais est-ce que tu n'es pas quand même contraint par ton scope parce que tu l'as quand même prédéfini, tu l'as quand même défini et tu as quand même envie de shipper quelque chose en 6 semaines. Ouais, tout à fait. Tu as quand même envie de répondre à quelque chose en 6 semaines. Ouais, en fait, c'est exactement ça la philosophie, quoi. C'est grosso modo, c'est de se dire, à la betting table, ils vont parier. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle un bet. Ils vont parier sur un sujet. Ils vont parier que l'équipe, de manière vraiment autonome, va le prendre et va pouvoir, en 6 semaines, avancer et livrer quelque chose. Ça ne sera pas une version parfaite ou complète de ce qui a été demandé, mais ça sera l'essentiel. C'est vraiment ça la philosophie. Et je mets une petite astérisque sur la partie 6 semaines. En gros, il différencie deux choses, les small batch, ce qu'ils appellent des big batch ou des full batch. Donc les small batch, c'est grosso modo des sujets de 2 semaines qui vont regrouper ensemble pour faire un sujet de 6 semaines. Ça peut être des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ou des big batch, c'est des sujets de 6 semaines directement. Est-ce que ça veut dire que si tu as ce dual track où tu en as qui font 6 semaines de shaping et tu en as qui font 6 semaines de building, est-ce que ça veut dire que les product managers dans une organisation ShapeUp ne font que de la discovery? C'est une très bonne question. Alors, première, c'est une des limites de ShapeUp. En fait, ShapeUp, il faut quand même se dire que c'est donc Basecamp qui a créé cette méthode pour répondre à ses propres besoins et qui en a fait un livre. Donc, ça répond très bien, à mon avis, à leur contexte. Mais chez ShapeUp, il n'y a pas de product manager. Donc, je ne pense pas que ça faisait partie enfin, pas à ma connaissance. Pour moi, c'est surtout des devs et des designers. Ils ont quelques product stratégistes. Et c'est tout. Et donc, en fait, tu peux lire, en grosso modo, le mot product manager doit apparaître uniquement dans l'intro du bouquin qui dit si tu es product manager, lis ce bouquin. Mais tu ne retrouves pas le terme plus tard dans la méthode.
C'est intéressant. Mais nous, justement, dans Oui, une organisation avec je me du demande, produit, est-ce qu'il n'y a pas du testing avant la phase de build? ouais, bah, justement, en fait, on va voir après comment on l'a appliqué, parce que justement, dans une organisation où il y a des équipes produits, nous, forcément, on a dû adapter ça euh, pour que les products fassent à la fois la discovery et la delivery. Et on va aussi parler de comment est-ce qu'on a un peu ajouté cette notion de test et de QA dans les cycles. Ok. À part s'il y a des questions sur la partie purement théorique, on peut avancer à la partie un peu plus pratique. Allez. Okay. Donc, grosso modo, donc là, je vais vous parler un peu de l'application chez MemoBank. Alors, juste, j'avais Ouais. juste une petite question sur la partie théorique, excuse-moi. Donc, tu disais que ShapeUp, en théorie, c'est plusieurs étapes. Le shaping, le betting, le building et le cooldown derrière. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des grands principes. On a parlé qu'il y avait 3 grands principes. On a parlé de l'un de ces 3 qui est les cycles de 6 semaines. Il me semble qu'il y en a 2 autres. Est-ce que tu peux dire un petit mot dessus, l'appétit et l'autonomie? Ouais, bah, effectivement. Alors, l'autonomie, c'est vraiment la notion dont on parlait justement pendant le building. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les équipes autonomes et de leur donner l'ownership d'un sujet. Et justement, pas d'aller les fliquer toutes les 2 semaines pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, ça, c'est vraiment un principe clé. Et l'appétit, c'est justement l'effort ou le temps que tu vas vouloir passer sur un sujet au moment de la betting table, où tu vas considérer que c'est sur un sujet qui a priori beaucoup de valeur, tu vas lui accorder 6 semaines, ou si c'est un sujet qui a moins de valeur, tu lui en accorder que 2. Voilà. On a Jonathan qui nous demande, est-ce que vous arrivez à tenir cette contrainte de 6 semaines sans sacrifier la qualité, sans avoir de dette technique? C'est un très bon point. Alors on arrive à se tenir au cycle de 6 semaines. Alors forcément, à la fin du cycle de 6 semaines, ça rush toujours un peu. On a souvent ce qu'on appelle nous des leftovers, donc des petites fonctionnalités connexes qui restent. Mais grosso modo, ouais, on arrive à s'y tenir. Et pour parler de la dette technique, bah, c'est aussi les sujets. En fait, on fait rentrer à la fois les sujets produits et les sujets techniques dans cette méthode-là. En fait, les sujets de dette technique et de refacto, par exemple, font aussi l'objet de pitch, passent aussi par la betting table, par la phase de shaping, la betting table, et aussi par des phases de building. Donc, à notre niveau, en tout cas, on arrive pas trop mal à gérer ça. Et les bugs? Alors, les bugs, justement, ce que dit ShapeUp, c'est que, alors, sans rentrer dans ce niveau de détail-là, c'est que la phase de cooldown va servir à régler des bugs, qui sont forcément des bugs pas urgents. J'imagine que si ta prod est down, des choses comme ça, a priori, tu mobilises des gens tout de suite dessus. Ouais. En fait, donc les équipes qui font que du building chez ShapeUp, c'est 6 semaines avec vraiment un focus très fort sur les sujets à builder. Et cooldown de 2 semaines, où justement, là, tu vas pouvoir faire des sujets qui sont vraiment annexes. On parle de lire des livres, mais surtout aussi résoudre des bugs. Augustin qui nous demande comment est-ce que tu articules les phases de building, de big batch et de small batch? Yes. Grosso modo, alors nous, on ne l'a pas appliqué comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment. ShapeUp te dit de tout regrouper enfin, tes small batch, en fait, se font in fine, des big batch de 6 semaines. Donc, grosso modo, on s'est laissé un peu la liberté de définir, grosso modo, des appétits de 2 ou 6 semaines sur tous les sujets, peu importe. Peu importe les sujets. Et après, il y a une réalité des choses qui font que sur certains sujets très complexes, typiquement une nouvelle feature sur ton produit en général, tu sais très vite que ça ne va pas pouvoir se faire en 2 semaines, donc tu pars par défaut sur un big batch. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Et tu as rarement des arbitrages de 2 à 6 semaines à faire. En fait, pendant toute cette phase de shaping, l'équipe converge assez facilement vers soit quelque chose d'assez simple à régler en 2 semaines, soit vraiment quelque chose de plus complexe en 6 semaines. Tu as rarement des cas où tu dis, bon, il y a une version vraiment très basique en 2 semaines et la version luxe, on va dire, en 6. Ça peut arriver, mais c'est quand même un peu plus rare, quoi. Ok. Du coup, ouais, donc j'avance. Donc, grosso modo, parler du shaping et même parler un peu, remonter avant le shaping chez MemoBank. Donc, l'idée aussi de cette méthode chez nous,
c'est qu'on a fait un process assez bottom-up dans la boîte. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui peut remonter une idée, donc une idée de nouvelle fonctionnalité, d'amélioration, peu importe. Et pour faire ça, donc, il y a un template qui existe, que tu utilises pour créer ce qu'on appelle un pitch. Donc là, sur l'écran, vous voyez grosso modo ce que c'est un pitch. C'est un résumé assez bref du problème rencontré et pourquoi est-ce qu'on veut le résoudre. Si possible, il est alimenté forcément ça peut être des retours clients, de la donnée, ça peut être une analyse du marché, enfin, il y a plein de manières de l'alimenter. Et voilà. Et donc, en grosso modo, ça crée un peu, si tu veux, une liste de pitch qui ont été remontées vraiment par toutes les personnes dans la boîte, que ce soit des gens qui viennent de la tech ou pas. Et il y a un premier organe de décision qui n'existe pas du tout dans la théorie de ShapeUp, que nous on a appelé un peu le strategy meeting, qui va donc lire tous ces pitchs et qui va décider, grosso modo, quels sont les plus importants, les plus cohérents avec la stratégie de la boîte. Et une fois qu'ils ont shortlisté ces pitchs-là, c'est ces pitchs-là qui vont être shapés. Et après le shaping, il y a une nouvelle étape qui est donc la betting table, qui va rechoisir parmi les sujets, les pitchs qui ont été shapés, lesquels on prend en building. Donc, voilà. Donc déjà, nous, on a rajouté un peu un organe de décision une fois que les pitchs ont été créés. Et c'est vraiment ça qui démarre, qui lance un cycle. On va revenir un peu sur toutes les itérations qu'on a fait sur ce système-là, mais vous en avez l'essentiel. Une fois que... Ouais, pardon, tu voulais poser une question ? Est-ce qu'il n'y a pas des biais au niveau de l'organe de décision dans le sens où peut-être que des projets qui sont décidés par un des membres de cet organe, tu vois, vont passer en priorité ou un projet qui a été un peu survendu tout au long de la phase de sa phase d'idéation va passer en priorité. Est-ce qu'il y a des biais comme ça de décision, tu vois, au niveau de la priorisation? Ouais, c'est une bonne question. Alors, grosso modo, l'organe de décision, c'est assez simple, c'est CEO, CTO et lead PM qui se rassemblent. Donc l'idée, c'est vraiment une petite équipe. Et l'idée, c'est d'essayer de créer un peu un système des notations qui mesurent un peu l'impact et l'urgence des idées, la cohérence avec la stratégie, pour effectivement essayer d'enlever le plus possible les biais. Je ne dis pas que c'est parfait et qu'il n'y en a jamais. Mais en tout cas, on essaye vraiment de les faire rentrer un peu dans une notation qui est commune à tous les pitchs, qui nous donne un peu une liste pré-priorisée qu'on peut retravailler après, quoi. Question un peu bateau, mais où est-ce que vous hostez tous ces pitchs? Est-ce que vous utilisez, je sais pas, un Notion, quelque chose où vous les hostez et les priorisez entre eux? Yes. Nous, on est un peu vieille école sur ce outil de doc, on est sur Confluence. Okay. Mais ouais, c'est là où c'est un Notion ferait très bien l'affaire aussi. Hein. C'est là où effectivement, en fait, on a voulu rendre le process le plus simple et le plus accessible par tout le monde. Donc, on a réutilisé le même outil qu'on utilise pour toute la doc interne. Tu as une page avec un bouton créer pitch. Tu as le template qui est déjà prêt. Et en fait, c'est un template qui te permet de gérer toute la vie du pitch, de vraiment cette phase de création du pitch à la fin du building. Donc, en fait, c'est ça qui fait aussi la force du process, c'est que c'est très simple. Tu as un document unique qui centralise toute l'info et qui est accessible par tout le monde. Alors, ton micro continue à impander, Pardon. C'est un mot que j'ai appris tout à l'heure et je le cherchais avant. Donc, très, très bien vu. Je ne sais plus de qui ça venait. Donc, tu disais que toutes les idées peuvent venir de tout le monde, mais en pratique, c'est Fabien qui demande ça. De quelles équipes émergent les pitchs? Alors, sans surprise, beaucoup de l'équipe produit, Ouais. pas mal de l'équipe de dev aussi, notamment sur pas mal de sujets techniques. Et après, on a aussi, donc nous, on a une team sales, il crée de plus en plus de pitch. Ouais. On a une team plus métier, donc qui gère des problématiques plus liées à la banque, qui, pareil, commence à en créer beaucoup. Donc je dirais que historiquement, c'était quasiment exclusivement que l'équipe produit, mais en fait, avec le temps, vu que c'est vraiment rentré dans la culture de la boîte, aujourd'hui, il y a vraiment toutes les équipes qui sont impliquées dans le process. Alors attends, parce que je te pose une question volontairement
enfin, tu vois, ça me trouble un petit peu. Je me demande est-ce que ça ne crée pas un système de queue, de pitch, un peu trop long, où le cycle de vie d'un pitch est hyper long, et entre le moment où tu commences à travailler dessus et le moment où il va être mis en prod, bah, il peut se passer 6 mois, en fait. Yes, c'est un très bon point. Alors, la liste des pitchs est effectivement assez longue. Et je pense, une des erreurs qu'on a fait au début, parce qu'on ne connaissait pas trop la méthode, c'était de prendre trop de pitch en shaping, donc d'en étudier trop. Mais en fait, derrière, tu es rattrapé par ta bande passante. Donc, en fait, tu as plein de sujets qui sont étudiés, qui sont en raccord avec ta stratégie, etc. Mais ta bande passante, bah, tu as X ingénieurs, X designers, ils ont tous des choses à faire, au-delà du développement, du management, plein de choses. Donc, en gros, ça te donne une bande passante prélimitée, donc tu ne peux pas tous les prendre. Et ce qu'on a appris, c'est que donc ça nous est arrivé de prendre, par exemple, que la moitié des sujets qui avaient été shapés. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, ces sujets-là se périment très vite. Ouais. Enfin, tous les sujets que tu n'as pas pris se périment très vite, ça crée une espèce de stock. Et en fait, même le cycle d'après, si tu veux les reprendre, bah, ton système a déjà bougé et ils sont déjà potentiellement obsolètes. Et donc, Excuse-moi, je t'ai coupé. non, et donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait quelque chose où on essaye d'avoir le même nombre de sujets de shaping que de building. En prenant un petit peu, mais tu vois, pour éviter justement Ah, cet effet de stock. ouais. Yingwei qui nous demande, est-ce que vous utilisez un framework pour la priorisation, un framework spécifique, le RISE par exemple? Non, enfin, on a fait, là pour le coup, on a vraiment utilisé on appelle un peu un scoring maison, quoi. Ouais, C'est un scoring. peu inspiré d'un canot, quoi. Ouais. All right, all right, all right. Je reprends du coup. Donc ouais, donc les pitchs sont créés, ils sont un peu, on va dire, repriorisés par cet organe de décision qui va en choisir. Avec le temps, on a appris à peu près, on a appris beaucoup sur notre capacité à shaper, donc combien de sujets on est capable de shaper en même temps. Donc au début, je sais pas, on pouvait prendre 20-25 sujets. Aujourd'hui, on est plus autour d'une dizaine, mais bon, ça dépend de beaucoup de choses dans ta boîte, forcément. Donc une fois que les sujets ont été sélectionnés, on lance le shaping. Le shaping donc dure 2 semaines. Et l'objectif du shaping, grosso modo, c'est de. Donc, on a des problèmes qui sont assez bruts. Et là, c'est d'essayer de travailler un peu avec tous les corps de métier. Donc, on a des développeurs, des développeurs, des designers, des banquiers, des gens qui bossent en finance, enfin, tous les corps de métier autour de la table. D'essayer de vraiment rentrer en profondeur sur le sujet, le comprendre et proposer différentes solutions avec donc différents scopes pour que derrière la betting table puisse choisir euh, entre tous les sujets qui ont été shapés et entre les différents scopes. Ok. Et donc c'est aussi pendant cette phase-là qu'on va beaucoup discuter des risques et des impacts. Donc, potentiellement les risques, ça peut être des risques en l'occurrence financiers par la nature de notre activité, mais aussi des risques sur l'incertitude qu'on a au moment du shaping. Donc très souvent des sujets qu'on n'a pas eu le temps de creuser ou pas suffisamment creuser, on va considérer qu'ils ont un risque élevé. Et donc, du coup, on peut considérer que le scope des 6 semaines va pouvoir vraiment bouger. On en sait finalement assez peu à la fin de ces 2 semaines. Et après, les impacts, donc ça peut être des impacts de nature vraiment business, donc définir, essayer de voir un peu les métriques qu'on veut faire bouger, ou aussi les impacts sur tous les métiers qui tournent autour de la gestion de produits, donc les impacts potentiellement juridiques, réglementaires pour nous en tant que banque, etc. etc. Est-ce qu'il y a une vision, est-ce que pas une vision, est-ce qu'il y a un contexte autour des pitchs qui peuvent être proposés dans le sens où ils ont besoin de rentrer, de cadrer à une stratégie produit, d'être en ligne avec une stratégie de produit un peu globale, ou est-ce que c'est un peu, voilà, pas du tout, quoi. Grosso modo, les pitchs peuvent être vraiment pas en contexte avec ça, enfin, en rapport avec la stratégie du moment. Ouais. Mais effectivement, il y a un travail au niveau de la direction qui est fait pour justement éduquer et communiquer sur la stratégie sur l'année ou à plus court terme pour justement un peu inciter ou sensibiliser les gens à réfléchir à ces sujets-là, quoi.
On a Jonathan qui nous demande est-ce que parfois 6 semaines, c'est pas suffisant pour délivrer une valeur, enfin pour délivrer un minimum de valeur pour Ouais, résoudre votre problème. ouais, ça nous est arrivé récemment. Un truc que ShapeUp gère très mal, ou en tout cas, ils n'en parlent pas du tout dans leur méthode, c'est typiquement les dépendances externes. Donc, Ouais. c'est les dépendances à des partenaires externes ou des intégrations externes. Et effectivement, récemment, nous, on s'est retrouvé un peu bloqué pendant un cycle parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes réponses qu'on voulait de la part de l'interlocuteur. Donc, on était aussi un peu bloqué pendant le cycle. Et en fait, assez logiquement, à la fin du cycle de building, tu recrées un pitch, tu reprends un peu le pitch qui a déjà été créé, tu le remets à l'ordre du jour en disant voilà ce qu'on a réussi à faire et voilà ce qu'il nous reste à faire pour vraiment arriver à cette étape 1 de valeur. Et oui, ça peut arriver, effectivement. J'avance encore. Donc ouais, j'en ai déjà pas mal parlé, mais grosso modo, ouais, donc la betting table, c'est donc un petit comité qui est formé des mêmes personnes, hein, CEO, CTO et lead product, qui va lire donc forcément tous les pitchs shapés en l'occurrence qui ont été faits, lire toutes les solutions. Et là, son objectif, ça va être vraiment de potentiellement reprioriser, challenger les scopes si potentiellement il y a des choses côté oubliées ou s'il y a des estimations qui sont potentiellement peut-être un peu ambitieuses. Et faire un travail vraiment de sélection des solutions qu'on veut prendre et de les mettre, là c'est vraiment du planning, et de comparer les solutions qu'on veut à la bande passante qu'on a sur les 6 prochaines semaines. Donc, Est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive toutes les 6 semaines également, ça, ou plus régulièrement? non, ça c'est vraiment dans le cycle. C'est vraiment en l'occurrence, toutes les 9 semaines. Enfin, en gros, c'est vraiment à chaque cycle, grosso modo, à une date fixe. Donc on le fait qu'une fois par cycle. Ok, donc après les 6 semaines de build et après les 2 semaines de cooldown, il y a la betting table qui se réunit et qui tranche. Ouais, alors bon, je spoil un peu, mais Ouais. en fait, si tu prends le schéma du bas, qui est en fait la manière dont nous on a implémenté, grosso modo, tu as tes 2 semaines de shape. Avant ces 2 semaines-là, tu as ce que j'ai appelé le stratégie meeting qui va sélectionner les pitchs à shaper. Et à la fin de ces 2 semaines-là, tu as nous on appelle ça Tetris meeting parce qu'on fait un peu des Lego avec tous les sujets, qui va choisir les sujets qui deviennent en fait des bêtes qui vont être buildés derrière. Okay. Voilà. Mais c'est à date fixe. Effectivement, c'est à date fixe, ça fait vraiment partie du cycle. C'est pas un organe qui va se réunir de manière ad hoc en dehors des cycles pour un peu groomer les pitchs. Ok. Alors, on a ton micro qui continue à faire sa vie. Okay. Il y a Fabien qui nous demande Ouais. est-ce que lors de la betting table, les porteurs des pitchs sont présents pour défendre ou clarifier leur pitch? Excellente question. Non, enfin, pas la betting table en l'occurrence. Il y a un peu un travail en amont qui est fait par moi côté product pour aller discuter avec justement les gens qui ont créé des pitchs plus produits et du CTO sur les sujets plutôt techniques. Donc, en fait, on vient un peu aussi porter la voix de ces personnes-là et les défendre entre guillemets devant à la betting table. Mais tout le monde passe pas. C'est une super idée, hein. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Ça pourrait être un très bon moment, je pense aussi, en termes de culture d'entreprise, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais ce n'est pas le cas encore pour nous aujourd'hui. Okay. Oui, Morgane, on vous enverra le replay, évidemment, après. Ok, on peut du coup avancer. Donc, en gros, la betting table va choisir les sujets à implémenter. Et donc là, on passe vraiment dans la phase d'implémentation, qui est vraiment résumée par ShapeUp, par cette petite colline-là que vous voyez. Donc, au début, on va vraiment passer par une phase, on est un peu dans le brouillard, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et en arrivé en haut de la colline, on passe dans une phase où on y voit beaucoup plus clair, on est capable de se projeter sur ce qu'on va vraiment être capable de délivrer à la fin du cycle. C'est d'ailleurs cet outil-là, les hill charts qu'on utilise, nous, semaine après semaine pendant le building, pour donner la visibilité aux autres équipes sur où est-ce qu'on en est dans notre petit cheminement de la colline. Donc, ça veut dire qu'au début du building, vraiment, ils ont que... Le seul niveau de certitude, c'est au niveau de la discovery, au niveau du shaping, et
et du problème à résoudre. C'est ça, exactement. Et la façon de le résoudre, enfin, voilà, comment on va s'y prendre, les mock-ups, enfin, tout ce qui passe derrière, on est vraiment dans le brouillard, quoi, au tout début. C'est ça, exactement, oui. C'est grosso modo, pendant le shaping, tu vas beaucoup travailler sur des mock-ups assez high level, tu vas travailler sur des tableaux blancs pour essayer de visualiser un peu les flows utilisateurs ou les parcours utilisateurs que tu vas vouloir poser. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est justement dans cette incertitude, on va dire, raisonnable que tu arrives au début du building. Et est-ce qu'il y a des liens entre le building et le betting? Non, le shaping et le building, pardon. Je ne sais pas, par exemple, des utilisateurs sur lesquels tu as fait ta discovery, bah, tu les transfères au niveau du building pour qu'on puisse continuer à travailler avec eux, faire des tests, approfondir. Est-ce qu'il y a des Yes, liens? Quels sont les liens entre les deux phases? yes, c'est un bon sujet. Effectivement, le shaping est assez court. Enfin, tu vois, les 2 semaines, c'est assez court, donc c'est assez dur de solliciter de l'externe. Mais c'est effectivement pendant le building où tu peux justement aller solliciter des utilisateurs avec des prototypes pour tester des solutions. Ouais. Ça a été pensé pour ça, effectivement. Et ouais, vraiment, je pense, les deux objectifs du building, on en a déjà parlé, mais c'est réduire un peu l'incertitude le plus vite possible, donc vraiment dérisquer le sujet sur lequel tu travailles, vraiment gravir la colline, et se focaliser vraiment sur l'essentiel. Et Tu réponds, tu réponds en partie à la question d'Antoine qui est que en 2 semaines de sprint, tu peux phaser un projet, itérer sur une grosse feature, fail fast. Enfin, c'est un peu le principe du lean tel qu'on te connaît depuis quelques années. Est-ce que 6 semaines, ça n'inciterait pas à gonfler le MVP? c'est un bon point. Je pense que comment dire, c'est un peu le travail qu'on essaie de faire au moment de la betting table, de justement faire la chasse à toutes ces features ou ces sujets qui gonflent vraiment le cœur du problème. Mais effectivement, je pense que c'est aussi une limite de l'exercice, c'est que ça peut apporter une sorte de confort à l'équipe, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dire, bon, bah, on a du temps, on a 6 semaines pour le résoudre. Je pense que c'est aussi une limite de l'exercice. Quoi. Et est-ce que ça n'induit pas aussi, te demande Antoine, des frustrations au niveau des stakeholders, je pense au niveau du C-level management, mais aussi peut-être des sales, d'avoir des cycles aussi longs? C'est un bon point. Effectivement, j'en parle à la fin sur les limites. Côté sales notamment, côté sales, il y a parfois des opportunités un peu courtes, enfin, des opportunités qui peuvent se présenter. Et le fait d'être sur ces cycles un peu longs n'est pas forcément compatible avec la notion d'urgence. Ouais. Donc, ça nous est arrivé de faire des exceptions. Ça, c'est vraiment des arbitrages à faire. Donc, ça montre que tout process que tu peux mettre en place n'est pas parfait, que tu dois forcément un peu l'adapter à la vie de ta boîte. Donc ouais, on a fait des exceptions. Ça nous est arrivé de cuter des sujets pour mettre l'équipe sur un sujet très court-termiste qui venait d'apparaître. Quoi. Et après, côté C-level, non, je dirais que côté C-level, le gros avantage, c'est que ça donne énormément de visibilité sur les sujets en cours, ce qui était un peu plus difficile à suivre au niveau des sprints. Quoi. Là, grosso modo, en une page, tu es capable d'avoir une vision très exhaustive de où est-ce qu'on en est sur chacun des sujets. Ça reste très high level, mais voilà. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et du coup, vraiment, il faut voir, nous, ShapeUp, on s'en sert vraiment. Ça a vraiment changé l'organisation complète de la boîte, en partant de la communication qui est faite aux investisseurs jusqu'au moindre contributeur individuel qui n'est pas forcément un tech. Quoi. Donc, on a vraiment tout le monde qui est aligné autour de ces cycles. Et ça apporte vraiment un rythme et de la visibilité à tous ces acteurs-là. J'avance parce que je vois que l'heure tourne. Ouais, carrément. Juste pour représenter en 2 mots les différences entre ce que dit un peu la théorie et comment nous on l'a appliqué. Donc là, vous voyez en haut la dual track shaping building qui est recommandé un peu par ShapeUp, où le shaping est fait uniquement par des contributeurs seniors et le building un peu par le reste de l'entreprise. Et où eux, ils prennent vraiment 2 semaines pour faire leur betting côté équipe qui shape, et 2 semaines qui correspondent en fait aux 2 semaines de cooldown de l'équipe qui build. Voilà. Et alors, au contraire, nous,
on a fait quelque chose de vachement plus linéaire, donc on a fait une seule track, qui est donc 2 semaines de shaping, une betting table, 6 semaines de building, et une semaine, on n'a pas fait 2 semaines, on a fait une semaine de cooldown, qui correspond à une semaine de QA dans toute la boîte, où grosso modo, toutes les équipes qui ont participé au shaping building, peu importe leur métier, vont aussi faire de la QA des fonctionnalités qui ont été implémentées. Ça veut dire que le shaping, qu'est-ce que font par exemple des développeurs et des designers chez vous pendant le shaping? Ils participent aussi? Ouais, très bonne question. Avant, on avait quelque chose où vraiment tout le monde faisait du shaping. Mais en fait, on s'est rendu compte que vu qu'on avait réduit un peu le nombre de sujets, on se retrouvait avec des équipes vraiment conséquentes, donc plus d'une dizaine de personnes sur des sujets de shaping. Parce qu'en fait, grosso modo, et je pense que c'est devenu un peu, enfin, vraiment une activité de boîte, dans le sens où participer à du shaping, ça intéresse vraiment tout le monde dans la boîte. Et il y a plein de sujets intéressants sur lesquels il faut avancer. Donc en fait, les gens s'inscrivent sur des sujets, et tu te retrouves avec des grosses équipes. Donc on a vachement réduit ça à des équipes de 5-6 personnes. Aujourd'hui, tout le monde shape, mais on va dire moins de sujets. Et côté designer et dev, côté dev, nous, on profite de cette période pour faire surtout du bug fix, qui est en fait ce que dans la théorie de shape-up, ils font pendant le cooldown. Côté designer, ils font pareil, ils ont une longue traîne de petits sujets qui peuvent être divers et variés à régler. Donc, ils font un peu de shaping et un peu plein d'activités sur l'amélioration du design system, des sujets RH, plein de choses qu'ils n'ont pas le temps vraiment de faire. Pendant le building, on leur demande d'être vraiment très focus sur leur fonctionnalité. Alors, on a quelques retours. Est-ce qu'on ne serait pas finalement en cycle en V dans le shape-up façon MemoBank? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que, grosso modo, tu restes quand même sur des cycles assez courts où, grosso modo, tu es capable de savoir assez rapidement si le sujet que tu as choisi ou la manière dont tu l'as implémenté est un bon sujet ou est-ce que tu t'es un peu planté dans ton implémentation. Je pense que c'est, alors je ne suis pas un grand expert du cycle en V, mais je pense que c'est un peu la limite du cycle en V aussi, c'est se dire, en fait, je vais me tromper, mais je vais me tromper assez tard dans mon process. Tandis que là, grosso modo, alors oui, tu n'es pas sur des sprints de 2 semaines, mais tu restes sur des cycles, on va dire, relativement courts qui permettent d'ajuster le tir au fil de l'eau. Alors, on a une question de Karine. Après, peut-être qu'on va passer à un exemple concret. On dirait un cascade. Comment s'effectue la rétroaction à la fin du build pour faire le bilan réitéré? Ouais. Je ne sais pas si à mon avis, la rétroaction, c'est quoi? Je pense que c'est un peu l'équivalent du sprint rétro. C'est ouais. Yes. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré assez facilement dans le cycle. Pendant justement la semaine de cooldown, on fait une rétro, alors plutôt côté lead. On reprend tous les sujets pour un par un pour justement évaluer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. Donc ça, pour le coup, ça s'intègre vraiment bien avec cette méthode. Et après, juste peut-être un point de sujet. Grosso modo, le feedback qu'on a aujourd'hui, c'est que grosso modo, je pense que l'équipe et la boîte est vraiment contente de travailler comme ça. Il y a vraiment cette notion d'ownership et de responsabilisation des équipes qui est vraiment forte, où les équipes sont autonomes pour avancer sur leur sujet. Là, on a vraiment changé le paradigme, où avant, on travaillait sur des scopes, maintenant, on travaille sur vraiment une durée qui est limitée. Ça nous évite beaucoup d'erreurs, on va dire, de gourmandise, où on veut parfois en faire trop, on ne veut pas forcément concentrer nos efforts sur les sujets les plus importants. Et ouais, je pense que ça, comme on en parlait au début, ça a beaucoup contribué à créer une culture du produit, à donner beaucoup de visibilité dans l'entreprise à tous les corps de métier. Et les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est un gros sujet dont Shape ne parle pas beaucoup, c'est les petites améliorations incrémentales. Ouais.
Donc là, on parle vraiment de gros sujets de 6 semaines, des sujets de 2 semaines, mais en fait, ce qu'il y a en dessous qui n'est pas du bug fixe, comment est-ce que tu le traites? Ouais. C'est pas du tout adressé. Donc ça, c'est un sujet aujourd'hui et tu te retrouves à faire des gros paquets de choses qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Enfin, c'est pas génial. Vous n'avez pas pensé à externaliser pour ça, à outsourcer, je sais pas. De quoi, genre le développement? Ouais, le développement sur des petits sujets en continu. Non, pas spécialement. En fait, nous, on essaye plutôt de voir à quel point on peut mobiliser des gens en même temps que le bug fixe. Enfin, tu vois, pendant le shaping ou ce genre de moment, ou pendant le cooldown sur des petits sujets comme ça qui sont pas forcément complexes. On a une longue traîne et on essaie plutôt de les résoudre comme ça. Ok. J'en ai parlé tout à l'heure, donc pour les opportunités court terme, on arrive à le résoudre, mais ShapeUp ne te parle vraiment pas de notion d'urgence. Les dépendances externes, on en a déjà parlé, c'est le même problème. Et après, c'est marrant parce que ShapeUp te dit, bon voilà, ta liste de pitch, c'est pas un backlog, mais au final, tu te retrouves quand même avec un backlog de pitch, de sujets à gérer. Bah, c'est du temps, c'est beaucoup de grooming. Et au final, c'est pas du tout un sujet qu'ils adressent non plus dans la méthode. Je dirais que grosso modo, dans notre contexte, la méthode fonctionne bien, elle a clairement des limites et elle nécessite de beaucoup d'ajustements, comme on l'a vu sur les durées des cycles, les organes de décision qu'on met au milieu du cycle, etc. Mais en tout cas, je pense que l'avantage de la méthode, c'est qu'elle est super simple à comprendre. Enfin, j'espère que vous me direz si vous avez compris la méthode à la fin du talk, mais j'ai l'impression qu'elle est assez simple à comprendre, assez linéaire. Et du coup, c'est ça qui la rend vraiment efficace et pas trop complexe à implémenter, même si c'est juste sur une partie de son produit au début. Il faut vraiment isoler une brique de son produit et tester cette méthode dessus pour démarrer. Et je pense que le mieux reste de commencer par lire le livre qui se lit assez vite et qui est vraiment bien écrit, quoi. On a plusieurs questions qui arrivent. Antoine qui nous demande comment est-ce que tu paralyses les sujets avec cette méthode? Comment est-ce que tu paralyses plusieurs sujets? Quand on dit sujet, c'est-à-dire Ça doit en être gros, des bêtes, des okay. projets. Bah ça, en fait, il n'y a pas vraiment de secret. C'est grosso modo, une fois qu'on a la liste des bêtes qui a été choisie, on fait vraiment un point avec tous les team leads pour organiser le travail sur les 6 prochaines semaines, pour justement gérer tous les sujets de dépendance entre les équipes, typiquement le front qui a besoin du design pour avancer, le front qui a besoin du back pour avancer, etc. Plein de sujets comme ça. Grosso modo, on fait une sorte de planning sur 6 semaines qu'on remet un peu à jour en continu en fonction des aléas, de plein de choses qui peuvent arriver dans la boîte. Alors, on a Stéphane qui avait posé la question du cycle en V, qui a vraiment envie que vous changiez de méthode chez MemoBank et qui demande qu'est-ce qui vous ferait changer de méthode? Qu'est-ce qui vous ferait changer de méthode par rapport à ShapeUp aujourd'hui? Je pense que je pense qu'il y a une question de scale aussi. Est-ce que ShapeUp scale bien? Quand j'avais fait une présentation avec quelqu'un d'Alan, qui est donc une boîte je crois qu'ils sont maintenant 200 à peu près, qui ont réussi à passer ShapeUp à l'échelle. Donc, apparemment, ça vit bien, ça nécessite pas mal d'adaptation. Mais je pense que je pense qu'à un moment où on se retrouve peut-être dans une situation où on a surtout de l'amélioration incrémentale à faire et traiter des choses beaucoup plus granulaires, peut-être que là, effectivement, il faut en sortir et repasser sur des choses type sprint de 2 semaines ou autre. Question d'Antoine aussi. Est-ce que vous êtes en déploiement continu? Vous avez des cycles aujourd'hui en ShapeUp différents entre différents teams. Est-ce que vous êtes en déploiement continu tout de même? Yes, on est en développement. Enfin, on a différents environnements de déploiement, mais grosso modo, ouais, on a un premier environnement sur lequel le code est poussé en continu. Pendant les cycles de building, on alimente un deuxième. En fait, on fait des mises en prod toutes les 2 semaines pendant grosso modo pendant tous les cycles. En fait, tous les 2 semaines, il y a une mise en prod avec la grosse mise en prod qui est celle à la fin des 6 semaines, une fois qu'on a testé toutes les features, quoi.
Cyril, est-ce que tu as vu des points négatifs avec cette méthode? C'est une question que j'allais te poser aussi, celle des limites, celle des risques de cette méthode. Tu y as en partie répondu pendant le talk. Yes. Ouais, bah, je trouve que grosso modo, on sent vraiment que ça a été designé et pensé pour une typologie de boîte comme ShapeUp qui a, j'ai l'impression, a relativement peu de dépendance externe, une manière de bosser bien à eux, tu vois, typiquement pas de product manager. Donc, je pense que la limite c'est ça, et qu'il y a plein de choses auxquelles la méthode ne répond pas. Mm. Et c'est un peu à toi de trouver tes propres réponses, quoi. Donc, nous, on a mis vachement de temps, et encore, je pense qu'on est loin d'avoir appliqué la méthode parfaitement, mais typiquement, au début, on n'avait pas du tout cette phase de cooldown. On s'était dit, on n'en a pas besoin. Et en fait, on s'est rendu compte que les équipes enchaînaient shaping, building. Les équipes fatiguaient vraiment vite. Et donc, on a rajouté une phase de cooldown qu'on a couplée à de la QA. Ouais. Donc, tu vois, entre le premier jour où on l'a implémenté et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Personnellement, je trouve que les mots ont un sens, qu'il est hyper important de. Enfin, tu vois, ça te donne la température. Et parler de sprint, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans des situations où où t'enchaînais les sprints et où ce mot de sprint revêtait tout son sens athlétique, quoi. Tu faisais que ça et tu allais très très vite et il n'y avait pas de phase de cooldown et pour le coup, ça jouait beaucoup sur le moral de tout le monde. Alors que dans le terme shape-up, on voit bien de quoi ça parle. On voit bien que ça parle de construire un produit qui réponde à une problématique, le façonner, faire en sorte de passer cette montagne dont tu parles, quoi. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Alors, la question de Florian, tu as en partie répondu sur le passage à l'échelle. Question de Fabien, comment est-ce que vous avez organisé la transition entre les sprints de 2 semaines et la méthode ShapeUp? C'est pas de question. C'était un peu. On a vraiment. On s'est servi d'une période de transition un peu calme, qui était une période de fête, de fin d'année, pour vraiment expliquer la méthode à l'équipe, la mettre en place et démarrer, quoi. Donc, on a vraiment grosso modo, c'était du jour, enfin, sur plusieurs semaines, mais grosso modo, on a transitionné. Il n'y a pas eu de transition douce, on est vraiment passé d'une méthode à l'autre sur quelques semaines. Et grosso modo, il y a eu un petit temps d'adaptation, etc. Mais je pense que les gens étaient assez enthousiastes à l'idée aussi de tester une nouvelle manière de faire. Il y avait forcément des craintes liées au changement d'environnement, mais ça a été assez rapide comme transition, pour le coup. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart de l'équipe, en tout cas, en est vraiment content. Top. Question de Karine. Dernière question. À l'échelle, les cycles sont tous synchronisés. Donc c'est ça. Je ne comprends pas exactement la question. Je suis désolé, Karine, je ne comprends pas vraiment la question. On arrive au bout. Merci beaucoup, Julien. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, que ça vous a apporté de la valeur, parce que c'est ça le principal. N'hésitez pas à nous mettre une petite note entre 0 et 5, ou entre 1 et 5, c'est quand même minimum, je pense, dans la chat room. Merci pour votre participation active, pour vos questions. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de partager ces retours, cette méthode que vous avez mis en place chez Memo. C'est hyper intéressant, ça règle beaucoup de sujets. Je ne crois pas qu'il y ait de méthode parfaite, sinon on ne continuerait pas les débats, mais c'est hyper intéressant de continuer la discussion, de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer les uns les autres. Merci à l'équipe Maestro aussi d'avoir organisé ça, Flavie et Héloïse. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée, une excellente soirée. Et on a 2 webinaires à venir la semaine prochaine qui vont être canons aussi. Je vous laisse aller regarder. On vous a envoyé les liens. Un sur le Product Management à Impact dans le service public et la Tech for Good. Et un sur qu'est-ce qu'il y a comme mythe derrière le Product Management qu'on peut déconstruire. Ça sera avec Charlie qui est chez Vestiaire Collective et Vladimir de MangoPay. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous d'être venus. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao.